Art et culture sur UNRCF Belgique. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute des programmes de UNRCF. Il est 19h30, l'heure de tout savoir sur les artistes qui font la vitalité de la scène artistique et contemporaine en Belgique. Tout de suite, c'est votre émission d'art. Art et culture sur UNRCF Belgique. Bonsoir, nous voilà de retour sur l'antenne d'UNRCF Belgique. Vous êtes avec Alain Broncard. Alain, bonsoir. Et Jean-Marc Reichacht, bonsoir. Bonsoir, oui. Damien Dupont. Et Damien Dupont à la réalisation. Nous faisons donc notre deuxième partie d'émission, oui. Celle, si vous les écoutez, voilà, qui est diffusée à 19h30. Avec un invité prestigieux. Et nous sommes toujours avec Guillaume Bottazzi, un artiste visuel français né en 1971, dont l'œuvre s'inscrit dans une pratique de peinture in situ et de peinture environnementale. Guillaume, alors c'est une peinture abstraite que vous pratiquez. Voilà, oui. C'est exclusivement abstrait. Donc évidemment, ça permet une multitude d'interprétations, une multitude je dirais de strates. Parce que rien n'est défini, donc tout est à construire. Et en même temps, il y a des choses présentes. Et sans titre. Et sans titre. C'est vrai qu'il faut le préciser. Vous laissez vraiment une interprétation totale. Alors, moi, je tiens aussi quand même à souligner vos techniques qui sont assez étranges. C'est de l'émo sur verre, utilisé notamment pour des installations extérieures avec des jeux de lumière et de couleurs. Est-ce que vous voulez un peu préciser, dans un premier temps, cette technique qui est assez particulière. C'est vrai, émo sur verre. Je me demandais s'il y avait des dessins préparatoires, par exemple, ou des choses comme ça. Alors, j'adore travailler avec les émos sur verre. Est-ce que c'est, dites-le pour nos auditeurs. Avec les... Parce que c'est immersif. Ah oui. C'est immersif, c'est-à-dire que le regardeur va se voir dans l'œuvre, et donc ça va permettre à l'œuvre d'être, enfin ça va favoriser l'appropriation de l'œuvre, et puis le paysage autour va se refléter dans l'œuvre. Et ce qui m'intéresse, c'est pas simplement une œuvre, c'est l'œuvre dans un dialogue avec un environnement. Pour moi, si vous voulez, on a une perception globale, donc on ne peut pas distinguer une œuvre de son contexte. Mais son contexte, il peut être culturel, social. Par exemple, un galeriste à moi est allé voir une toile qui était dans un musée. J'avais exposé cette toile chez lui, il a oublié, il a trouvé formidable dans le musée. Voilà. Ouais. Parce qu'on a une perception globale, mais une perception globale, c'est-à-dire la symbolique du lieu, etc., et pas simplement le visuel. Et urbanistique aussi, parce que vous disiez que c'était pour assouplir un environnement urbain trop gris, trop dur, trop rectiligne. C'est aussi ça, c'est rendre le panorama plus beau quelque part. Oui, j'essaye de valoriser les lieux, et je suis pas d'ailleurs sur un rapport événementiel quand je crée des œuvres in situ, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de valoriser un territoire, de lui apporter une valeur ajoutée, etc. Donc il y a une autre façon d'entendre les lieux. Plus classique aussi, vous avez des peintures sur toile ou sur tissu pour des œuvres donc exposées en galerie ou à l'intérieur, c'est contextuel comme on vient de le dire, mais également, ça c'est assez rare aussi, je tiens à le mentionner, des œuvres rétro-éclairées créées pour des espaces spécifiques. Donc c'est vraiment des luminaires, c'est des espèces de vitraux abstraits mais luminescents. Comment est-ce que vous avez eu cette idée? Parce que ça, on le voit très peu. Il y a beaucoup de néons, vous voyez, dans l'art contemporain, mais des espèces d'installations, je dirais luminescentes avec du verre éclairé, c'est rare. Alors ça vient pas des ombres chinoises, c'est que en fait j'ai toujours à un moment j'ai rêvé de peindre avec la lumière. Oui. Ah oui, c'est ça. Voilà. Et petit à petit, j'ai proposé de faire des choses qui soient éclairées, parce que j'ai compris que la lumière avait un caractère immersif que la couleur n'avait pas. C'est-à-dire que quand on voit une lumière, notre iris
change. Et ce positionnement va faire que l'œuvre va s'inscrire dans le registre des expériences personnelles de chacun et pas simplement un rapport entre regardeur et œuvre d'art. Et ce qui est extraordinaire, c'est que de nouveau, vous avez une espèce de rapport empiriste sur la réfraction du cristallin vis-à-vis de la lumière. Donc, il n'y a aucun mystère. Est-ce que vous n'êtes pas un mystique, Guillaume Bottasi? Alors, il y a plein de mystères et empiriques, oui. Moi, j'ai vécu dans la rue et petit à petit, j'ai grandi, mais c'est pas un reproche, c'est assez rare, un peintre abstrait qui a envie de tout expliquer de façon rationnelle. En règle générale, justement, l'abstraction, c'est fait pour s'évader. Beaucoup de peintres abstraits sont des chrétiens, des catholiques, ou en tout cas qui se sont convertis. Et la lumière, justement, c'est une notion, je dirais, divine, mystérieuse, ineffable, inexplicable, voilà. Bon. Et vous êtes toujours dans cette relation à la pensée, à la cognition. C'est systématique et voilà. Non, mais je peux expliquer pourquoi la foi. C'est-à-dire que quand vous parliez de chrétiens, en fait, il faut comprendre qu'il faut pas voir pour croire, comme disait saint Thomas. Il faut croire pour voir, ce qui explique qu'on puisse croire en Dieu, puisqu'il faut y croire, il faut avoir la foi pour y croire. Donc c'est pas du tout antinomique avec mes œuvres. Moi, j'explique pas tout, simplement, je veux tenir compte par accident au départ, parce que je faisais des œuvres in situ, mais des neuroscientifiques ont voulu étudier les effets, et puis je me suis intéressé à ça parce que je me suis dit, mais en fait, ce qui est important, c'est pas tellement l'artiste, c'est comment c'est reçu, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Voilà. Mais vous reprenez Jean-Paul Tassin, avec évidemment le fonctionnement du cerveau analogique, cognitif. Enfin, vous allez très loin dans l'explication de vos propres œuvres. C'est-à-dire qu'on a par exemple le temps scellé de Tarkovsky, qui est un grand cinéaste russe que j'adore, qui est donc une reprise vraiment théorique de chaque œuvre et qu'il explique lui-même. Vous êtes un peu dans cette logique-là. Je reviens sur vos réflexions, on en parlait un peu. Donc, vous parliez donc du surréalisme, vous parliez de cette idée, comme je l'ai dit, d'analogique et de cognitif. Donc, vous faites bien la distinction en reprenant un neurobiologiste pour l'étayer. Alors, oui. Et par contre, il y a quand même des accents un peu nietzschéens. Il y a des accents justement un peu lyriques, un souffle de vie. Alors là, dans ce texte-ci, vous dites que l'art agit sur nous. Alors ça, c'est clair, on l'a bien entendu, en tout cas dans votre bouche. Mais il doit être aussi accessible, inséré dans la vie quotidienne. Et donc, vous êtes aussi vous prônez contre un art élitiste, vous prônez pour un art total, absolu, pour quiconque. Alors oui, il n'y a pas l'élitisme de la pensée qu'on entend. L'art élitiste, Bourdieu en a bien parlé, l'idiosyncrasie prônée par certains artistes, on en parle aussi. C'est une façon de se positionner par rapport à une catégorie de personnes. Moi, je veux, au contraire, j'ai réalisé des œuvres à Neuilly récemment, 22 œuvres. Elle est Neuilly-sur-Seine à Paris, et mon commanditaire est un acteur du 440. Et le vitrier m'a fait des louanges en disant c'est super. C'est pour moi, au contraire, l'art doit nous réunir, nous permettre de vivre mieux, vivre ensemble et de fédérer. D'ailleurs, l'art produit de l'ocytocine, donc c'est fait pour qu'on puisse s'entendre mieux et puis générer des émotions positives. Mais alors, Guillaume, sans vouloir être polémique, de façon un peu gratuite, c'est un grand leitmotiv, cet art accessible à tous. L'art nouveau avait ça comme projet au départ, avec l'utilisation du fer, avec l'utilisation du verre. Un art total, c'est une redite. J'aimerais en parler, si vous voulez. Oui, de l'art nouveau. Est-ce que ce n'est pas une utopie? C'est ça que j'essaie de dire. Parce que à chaque fois qu'il y a eu cette utopie de l'art pour tous, l'argent
l'aristocratie financière, la bourgeoisie, a toujours récupéré, c'est devenu un objet de luxe. C'est très intéressant, mais il y a un vrai sujet derrière, c'est-à-dire que l'art nouveau émergent, notamment, je vais parler de l'art nouveau belge et français, et pas anglais. L'art nouveau, c'est une façon d'abord de communiquer à tous, etc. Ça a été formidable, ça a été super bien reçu. Puis une fois que les artistes étaient connus, ils ont commencé à exposer. Et comme la communauté artistique est toute petite, les industriels ont commencé à copier leur idée et à prendre les marchés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'artiste doit sortir de son milieu du monde de l'art pour intervenir différemment, vivre autrement, trouver une autre façon de vivre les choses pour pouvoir devancer les industriels et faire en sorte que le scénario se répète pas. Donc là, il y a une vraie signification derrière cette expérience. Mais l'art nouveau est, alors je sais pas ce qu'on appelle utopique, parce que pour moi l'utopie c'est peut-être l'idée, mais en tout cas ça a rien de. L'art nouveau est intéressant. J'adore me promener ici en Belgique et voir de l'art nouveau. Ah, bien sûr. Je ne dis pas que l'art nouveau n'est pas intéressant. Je dis que l'idée de départ pour que cet art soit accessible à tous a été vite, je dirais, rattrapé par les industriels. Par la logique du marché. Philippe Dagen parle dans son livre de l'art du 19e au 21e siècle. Alors, vous n'êtes pas non plus, je dirais, un partisan total de la neuroesthétique. Vous dites, vous êtes très modeste là-dessus, que ça a des limites et que expliquer les approches biologiques, je veux dire, l'esthétique par des approches biologiques ne suffit pas. C'est réducteur, comme on le disait avant, car pour vous, la culture façonne aussi nos expériences esthétique. Alors, donc vous n'êtes pas totalement empiriste, voilà, pour aller un peu dans votre sens non plus. Alors la neuroesthétique a ses limites. Les limites, c'est d'abord tout ce qui appartient au passé, parce que le passé appartient aux historiens. C'est-à-dire, à ce moment-là, vous êtes comme Bachelard, hein, vous dites qu'on ne peut pas revenir en arrière. C'est justement, on dépasse le passé. Alors pour moi, pour citer Michel Pastoureau, l'historien de la couleur, c'est que la cape du petit chaperon rouge peut pas être expliquée aujourd'hui puisqu'il faut la remettre dans un contexte, donc c'est complètement ridicule. Et les Romains ne voyaient pas le bleu non plus, selon lui, ce qui est très intéressant. Voilà. Donc par contre, la neuroesthétique appartient au vivant. C'est-à-dire ce qui se passe aujourd'hui, etc. Et ce que je voulais dire par rapport à la culture, c'est un peu plus complexe. C'est-à-dire que, par exemple, on dit que le blanc en Chine ou au Japon, c'est la couleur des morts. Hein, voilà. Donc, alors pour nous, le blanc, c'est la couleur du mariage et des anges, de la pureté. Mais en fait, non. On est en train de fabriquer des mythes, créer des idées reçues à partir de cultures. J'en parlais encore à des amis japonais il y a peu de temps et chinois. En leur disant que simplement le Zuru, c'est un oiseau blanc qui porte bonheur pour les mariages, etc. Que les murs sont blancs, etc. Et que on fait des généralités à partir de phénomènes très ciblés. Je crois pas que la culture ait une influence aussi importante que ça. Mais ce que je veux dire par la culture, c'est l'héritage culturel. Si vous allez dans un musée et que vous êtes occidental, pour vous, il y a une symbolique par rapport à ça, consciemment ou inconsciemment, d'après les études d'Ian Cleader, qui neuroscientifique de Vienne, il explique que, en fait, pour les gens, qu'on le veuille ou non, c'est la représentation du beau. Oui, tout à fait. Voilà, pour la société, c'est ça. Et donc, c'est là qu'intervient la culture. Alors, vous travaillez également sur... vous travaillez, non, mais en tout cas, vous pensez votre travail à travers le langage, comme un philosophe, parce qu'il y a une démarche philosophique, en tout cas, il y a une pensée philosophique, on l'entend ici, derrière vos œuvres. Alors, avec votre texte Mots et perception, vous mentionnez que les mots peuvent déformer votre perception de l'art, donc il y a vraiment quelque chose
de l'ordre du langage comme matériau créateur aussi. Donc vous engagez cela, vous injectez cela dans votre peinture abstraite. Et moi, ma question, elle va peut-être être un peu plus complexe, c'est peut-être la plus complexe de cette émission, mais pour moi c'est celle qui est primordiale. Comment, selon vous, un artiste peut-il communiquer ses intentions, ce qu'on essaie de faire là, de décrypter votre peinture, tout en préservant l'expérience sensorielle brute du spectateur? Est-ce qu'il n'y a pas, voilà, quelque chose d'antinomique, comme on le dirait? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se confronte? Le langage et la sensation. Alors, je cite Bergson qui dit que les mots nous éloignent des choses parce que effectivement, en fait, on oublie parfois que le langage est créé par l'humain et que le langage n'est pas l'expression d'une réalité, c'est l'expression d'une créativité. Et d'un mode de communication. Ça veut dire que, en fait, quand on vit l'expérience du beau, comme l'expliquent certains scientifiques, c'est que les régions affectées, c'est-à-dire en activation, sont les mêmes que le désir, l'amour et la reconnaissance du beau. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique tout simplement que derrière nos différences linguistiques, il y a pas forcément de lien avec notre système biologique. Ça veut dire que si ces régions les mêmes régions sont activées, on peut imaginer que les effets produits se ressemblent. Guillaume Bottasi, je finirai avant de laisser enchaîner par mon ami Alain Broncard. Est-ce que c'est pas très français, tout ça? C'est-à-dire greffer un langage, greffer une construction mentale, greffer un cheminement intellectuelle derrière quelque chose d'immédiat. Parce que votre peinture, elle est, comme vous le dites, directe, elle rayonne, elle envoie des ondes, elle touche à notre cerveau. Est-ce que ce n'est pas un plaisir un peu dandy et un peu français, comme on est vraiment dans ces qualificatifs, je dirais, national, hein, on va dire, hein. Est-ce que ce n'est pas un peu, une espèce de pis-aller français? Franco-français. Franco-français. Le plaisir de la conversation, le plaisir de discourir sur quelque chose de très, de très brut. Alors vous ne faites pas d'art figuratif parce que là, ça ne nécessite pas beaucoup d'analyse. On voit ce qu'on voit. Ici, il y a évidemment dans vos formes abstraites et éthérées, comme vous le dites, moyen de partir. Est-ce que ce n'est pas propice à la construction justement cérébrale, notamment philosophique? Oui, alors en fait, je sais pas je crois que la France a beaucoup de retard en neuroesthétique. Je crois qu'on a beaucoup de chemin à faire. Il faut absolument. J'étais encore avec le ministre de la Culture il y a quelques jours. Oui. Je suis désolé, mais enfin le ministère de la Culture. Belge ou français? Français. Ah, français. Madame Dati, alors. Le ministère de la Culture. Oui. Et bon, en fait. Madame Dati, je suis pas sûr qu'elle soit très calée. Non, mais il y a, bon, je veux pas, mais il y a des injonctions de l'OMS pour approcher l'art et la santé. Oui, c'est ça. Oui. La France est pauvre en moyens, a pris du retard par rapport à des best-sellers américains, et voilà, les pionniers de la neuroesthétique sont anglo-saxons, et on est sur l'art-thérapie qui n'a absolument rien à voir avec la neuroesthétique, quoi. Au-delà du discours, est-ce que vous êtes certain que l'art peut soigner, l'art soigne? Parce que là, on construit un discours, des références, mais directement, est-ce que ça a une valeur curative? Et ce sera ma dernière question.
Alors, en fait, c'est pas simplement une croyance, c'est prouvé, acté, et depuis des années, donc c'est quelque chose qui est absolument pas à mettre en doute. Et je tiens à ajouter que en dehors du bien-être, ça permet de moduler de nouveaux neurones, donc ça rend plus intelligent. Ça, par exemple, l'art abstrait, il y a des études qui prouvent que ça permet de prendre plus de recul sur les choses qui nous entourent. Il y a énormément de choses, bien sûr, bénéfiques et c'est même pas contestable. Le message est lancé. Le regard du public change un peu votre rapport à l'œuvre, en fait. Oui, c'est-à-dire qu'elles m'appartiennent pas. Je crois que après c'est à elles de se débrouiller toutes seules et de faire en sorte de se débrouiller pour que les gens puissent y trouver quelque chose. Ce qui m'intéresse aussi un peu, c'est de savoir vos œuvres à grande échelle. Vous faites des œuvres qui sont monumentales, c'est hallucinant même. Quel est le plus grand format que vous ayez 2000 mètres carrés, je crois. 900 mètres carrés pour le musée Miyanomori. Je fais beaucoup des œuvres, je dirais, immersives. C'est-à-dire qu'ils s'inscrivent dans non pas devant un tableau qu'on regarde, mais devant c'est un parcours. Les gens se promènent autour de l'œuvre pour la voir. Et comment vous faites pour gérer l'obstacle technique, je dirais, c'est impressionnant. Ça dépend. Dernièrement, un peu. Comme tout le monde, des bureaux d'études, des acteurs, des gens compétents, des bonnes équipes. J'allais dire, vous avez une équipe. Enfin, voilà. Vous avez des équipes, j'imagine. On est à peu près une dizaine à bosser sur mes projets pour différentes compétences. Par exemple, je viens de faire à Paris une œuvre rétroéclairée. Oui. Je suis pas électricien, quoi. Oui, c'est normal. Voilà. Ou alors pour la poser, j'ai des poseurs parce que c'est très lourd et puis c'est très technique, mine de rien. Ou alors j'ai quelqu'un qui fait le métal pour l'encadrement ou dernièrement, voilà, j'ai à chaque fois besoin d'acteurs divers et variés pour pouvoir faire en sorte que tout soit dans les détails bien mené. J'utilisais le verbe sous-traiter avant en off pour ces œuvres gigantesques qui nécessitent des compétences que les artistes plasticiens n'ont pas forcément. C'est pas un verbe que vous validez. C'est quoi alors? On délègue, on collabore, comment on fonctionne? Par exemple, j'ai des poseurs. Ouais. On va donner un exemple. J'ai des poseurs. Est-ce que je sous-traite parce que j'ai des poseurs qui posent mon verre? Je sais pas. Pour moi, c'est mon équipe. C'est ça, c'est votre équipe. Ouais, tous les artistes, même les plus grands, vous êtes un des plus grands aussi, ont tous des collaborateurs quand même. Il y a toujours plus grand que moi et plus petit. Et j'aimerais rendre hommage à tous ces artistes qui sont pas connus, parce qu'il y en a beaucoup qui ont beaucoup de talent, qui sont pas connus. C'est pas juste. Ouais, c'est ça. Voilà. Et je trouve voilà, j'ai une pensée, beaucoup d'affection pour ces gens-là. Vous pouvez nous les envoyer, les artistes peu connus que vous aimez. On a quelques amis qui font de la fresque énorme. Vous voyez, l'ASBL Sprekenart, Pablo Soziwan González, je ne sais pas si vous voyez. Donc c'est vraiment un artiste, mais lui figuratif, qui a d'ailleurs fait la plus grande fresque wallonne à Spa. Exactement. Le Pierrot. Exactement, le Pierrot de Spa. Donc on le mentionne parce que c'est aussi une œuvre qui fait, je pense, 2000 mètres carrés. Donc c'est pas mal non plus. C'est un beau morceau. C'est des graffeurs. On salue bien d'ailleurs. Tout à fait. Pablo et qui nous écoute. Michael Nicolai. Voilà. Exactement. Alors vous êtes quelqu'un de généreux, on le sent bien. Vous êtes il nous reste 2 minutes pour nous parler de votre maison de la création. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voulez transmettre? Alors, vous savez, quand on fait des choses, on prend des consultants, on prend des experts et puis on nous donne des conseils pour des investissements, pour n'importe quoi. Mais en fait, il faut pas les écouter parce que c'est Nassim Nicolas Taleb qui dans Jouer sa peau qui écrit ça. Pour être crédible, il faut soi-même prendre des risques.
Moi, je réalise des œuvres in situ dans un immeuble répertorié, style Beaux-Arts, qui se trouve à côté de la Balade Bruckmann, qui devient complètement inédit, parfois avec des journées portes ouvertes, des œuvres qu'on verrait nulle part, qui sont toutes in situ, enfin pas toutes, mais presque toutes, avec un jardin, des nymphéas, c'est très raffiné, etc. Pour montrer que voilà, j'applique sur moi ce que je préconise aux autres, et ça me fait du bien et ça marche. Donc c'est pour ça que j'ai la chance de vivre avec des œuvres d'art, et c'est vraiment prodigieux pour moi. Guillaume Bottazzi, merci beaucoup pour tout ce que vous offrez aux regardeurs. Merci aussi d'être venu dans notre émission. Oui, il est malheureusement temps de refermer celle-ci. Regard se referme, et on vous retrouve très très bientôt pour un prochain numéro. Mais oui, Alain. Au revoir Jean-Marc. Au revoir, Alain. Au revoir Damien. Au revoir. À bientôt. Et au revoir, Guillaume. C'était